Hello and welcome to our webinar series. Next steps. Bonjour et bienvenue à notre série de webinaires, les prochaines étapes de la lutte contre la COVID-19 dans le milieu des soins de longue durée. Je m'appelle Andrea Piché, responsable principal de programme chez Excellence en Santé Canada. Je suis heureuse d'animer cet événement. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par les peuples autochtones depuis la nuit des temps. En particulier, nous reconnaissons que nous émettons ce webinaire depuis Ottawa, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément le lien historique avec ce lieu et la possibilité qui nous est donnée de nous y réunir aujourd'hui. Nous sommes heureux de proposer une interprétation simultanée en français pour cette séance. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu d'interprétation au bas de l'écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires en tout temps dans notre boîte de dialogue, soit en anglais, soit en français, et nous vous encourageons tous à répondre aux commentaires les uns des autres et aux questions les uns des autres dans la boîte de dialogue également. Nous allons tâcher de répondre à un aussi grand nombre de questions que possible pendant la séance de questions-réponses à la fin du webinaire. Si vous avez besoin d'un soutien en tout temps, vous pouvez vous adresser à notre soutien technique, encore une fois, dans la boîte de dialogue. Cette séance est enregistrée et sera disponible sur notre site Web d'ici 2 jours. Vous pourrez alors la revoir ou la partager avec des collègues qui n'auront pu y assister. Nous allons entendre 2 personnes qui vont évoquer des visites des familles dans les milieux de soins de longue durée pendant la COVID-19, transformer la recherche en stratégie concrète pour améliorer la pratique. Je suis heureuse de vous présenter Janice Keefe et Roberta Bishop. Janice Keefe est professeure et préside le département d'études familiales de gérontologie à l'Université Mount St. Vincent. Elle détient la chaire Lina Isabel Jodrey en gérontologie et est directrice du Centre de la Nouvelle-Écosse sur le vieillissement. La professeure Keefe est professeure agrégée à la faculté de médecine de l'Université Dalhousie et scientifique affiliée à l'autorité de santé de la Nouvelle-Écosse. Elle anime un projet de recherche examinant la mise en œuvre des visites de soutien des proches pendant la COVID et est directrice scientifique d'un programme de recherche pan-canadien intitulé Personnes âgées, ajouter la vie aux années, qui examine la qualité de vie pour les résidents des familles de soins de longue durée. Elle a présidé le groupe d'experts ministériels sur les soins de longue durée de la Nouvelle-Écosse et a contribué au rapport de la Société royale du Canada sur la COVID-19 et les soins de longue durée. Roberta Bishop est directrice des opérations au Rainbow Resource Center à Winnipeg et l'une des 4 proches conseillères qui ont soutenu les visites familiales dans les soins de longue durée, le projet de recherche sur les visites familiales dans les soins de longue durée pendant la COVID-19. Madame Bishop est éducatrice de formation, bénévole active dans sa communauté. Elle a collaboré à l'élaboration du portail Fier, préparé et protégé du site web de l'hospice virtuel. Personne ne soutient clé pour les parents dans les soins de longue durée en milieu de vie assisté. Elle est décidée à influencer les changements dans les soins pour les personnes âgées grâce à son militantisme professionnel et professionnel. Elle travaille nécessairement au sein du groupe Trek Voices et joue un rôle consultatif dans le projet sur les visites. À vous, mesdames. Thanks very much, Andrea. Merci beaucoup, Andrea, pour cette présentation. Nous sommes très heureuses de vous parler aujourd'hui du travail que nous avons accompli en matière de visite familiale, surtout nos stratégies pratiques en vue d'améliorer la pratique dans les établissements de soins de longue durée. Cette présentation portera d'abord sur la participation des familles. Nous allons vous donner un survol du projet, un aperçu du projet. Nous allons évoquer notre approche de l'application des connaissances et puis vous livrer une partie du contenu qui représente les éléments de pratique que nous avons envoyés au foyer de soins de longue durée ainsi qu'au grand public sur notre site web. Nous allons vous indiquer les liens dans la boîte de dialogue également et puis nous aurons, j'espère, le temps d'échanger avec vous après avoir procédé à une synthèse. Alors, ce projet que je vais évoquer s'inscrit dans un projet de visite familiale financé par l'équipe en sciences de la mise en œuvre renforcée de la préparation des établissements de longue durée à la pandémie, dirigé par Excellence en Santé Canada. Après des mois de confinement, les programmes et politiques sur les visites familiales ont été mis en œuvre afin de permettre aux résidents de reprendre contact avec leurs proches et leurs familles. Nous nous sommes entretenus avec le personnel des établissements de soins de longue durée ainsi que les proches des patients
afin de comprendre leurs expériences au niveau du programme de visite familiale dans 6 établissements en Nouvelle-Écosse et dans l'île du Prince-Édouard. Je signale que nous avons à l'origine 2 périodes, puis nous sommes revenus chez Excellence en Santé Canada, car en Nouvelle-Écosse et dans l'île du Prince-Édouard, nous avons été durement touchés par le variant Omicron. Divers établissements en Nouvelle-Écosse et dans les régions rurales de l'île du Prince-Édouard n'avaient pas vraiment subi une éclosion importante. Donc, nous sommes revenus pendant une 3e période pour réaliser des entrevues de suivi. Notre objectif consistait à évaluer la mise en œuvre au niveau de la mise en œuvre des politiques de visite familiale au niveau des proches aidants désignés. Nous avons parlé à 15 proches et nous avons évoqué plus de 50 membres du personnel chargés de la mise en œuvre et chargés des soins directs. Et nous avons donc fait le suivi auprès des proches au fil des 3 périodes. Avant de donner la parole à Roberta, nous allons utiliser le terme PAD, proche aidant désigné. C'est le terme qui a été utilisé en Nouvelle-Écosse et dans un certain nombre d'autres provinces, quoique l'île du Prince-Édouard utilisait un autre terme, celui de partenaire de soins. Bonjour. Merci beaucoup, Janice. Donc, s'agissant de l'importance des familles, l'une de mes responsabilités dans le cadre de cette présentation consiste à prolonger notre réflexion sur la nature d'une famille. Une famille n'est pas nécessairement unie par les liens du sang, mais assez souvent nos résidents qui sont placés dans des établissements de soins ont une famille choisie. Il importe de tenir compte du rôle des familles, quelle que ce soit une famille de naissance ou une famille choisie. Ces rôles sont de se fournir des soins, un soutien émotif, une socialisation. Mon rôle au sein du projet a consisté à, même si je me trouve au Manitoba, et qu'une bonne partie du projet est CDO de les Maritimes, ma famille était en établissement de soins en Nouvelle-Écosse, ce qui m'a donné la possibilité de m'adresser aux familles à cet égard. J'ai participé à la rédaction des questions et j'ai également participé à l'approfondissement de la réflexion sur l'inclusivité de genre, sans utiliser notamment des questions binaires, et en développant nos hypothèses et nos idées reçues. Je nous encourage tous à élargir notre définition de ce qu'est une famille. Donc, Roberta était l'une des 4 conseillères familiales au sein du projet. Nous avions également 6 administrateurs d'établissements de soins de longue durée, des 6 établissements. Nous les rencontrions collectivement et séparément afin de pouvoir profiter de leur domaine d'expertise dans le cadre de l'examen de nos constatations afin de pouvoir mieux interpréter ces dernières. Lorsque nous avons communiqué nos conclusions, nous avons dû combler cet écart entre le fossé et l'action. Nous utilisons des approches différentes. Nous voulons pouvoir contribuer à concrétiser les résultats de nos recherches afin de favoriser des échanges entre parties prenantes qui déboucheront sur des actions. Nous voulons également que ces résultats soient basés sur les données probantes. Trop souvent, les chercheurs font preuve de rigueur scientifique. C'est indispensable pour que les résultats soient publiés dans des revues avec comité de lecture. Mais nous considérons qu'il est très important que les conclusions des recherches, les constatations des chercheurs soient diffusées sous d'autres formats plus pratiques, plus abordables. Dans l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, nous avons créé un webinaire dans le cadre duquel les constatations ont été présentées à toutes les maisons de retraite dans la région et nous avons mis au point ce que nous appelons des indicateurs de pratique, des indications de pratique à l'attention d'autres membres, de groupes intéressés, les membres du personnel, les proches, etc. Donc, nous nous sommes efforcés de faire le lien entre la recherche et des données pratiques en utilisant la voix des familles et du personnel pour faire ressortir certaines des opportunités pratiques d'améliorer les services. Je vais également évoquer certains des défis
des défis courants qui ont été vécus dans les établissements de soins de longue durée. Alors voici un survol, un aperçu, je ne vous demande pas de lire, c'est pas facile à lire d'ailleurs, un aperçu de ce qu'est ce que nous appelons un practice brief, c'est-à-dire une note de pratique. Je pourrais demander à Émilie de partager les liens dans la boîte de dialogue. Donc il s'agit des mesures à prendre du point de vue du personnel. Nous en avons également, une telle note sur les communications et sur l'impact. Nous en avons une quatrième qui est en cours de préparation sur le point de vue de la famille. C'est un document de 2 pages, recto verso, qui reprend nos conclusions, quelques-unes de nos recommandations dans la barre latérale et une explication très simple de ce que nous avons fait de nos interlocuteurs avec un lien pour en apprendre davantage au sujet de la recherche et bien sûr l'indication de nos bailleurs de fonds. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web de l'Université Mount St. Vincent afin de télécharger ces notes de pratique. Elles n'existent qu'en anglais malheureusement, faute de fonds pour les faire traduire. Mais j'espère qu'elles pourront malgré tout être utiles à différentes personnes. Alors, quelles sont nos principales constatations au niveau de l'amélioration de la communication et de la rétroaction? Ces constatations ne vous étonneront pas sans doute, vous qui œuvrez dans le secteur. Elles émanent du point de vue de la famille. D'abord, la communication et la rétroaction, et ça je l'ai entendu combien de fois. Je vais signaler la citation du personnel de soins directs. Nous sommes les derniers à être informés d'une situation, mais les premiers à devoir la gérer. Je l'ai entendu bien des fois dans nos entrevues, mais aussi dans le cadre d'autres projets. On nous a suggéré d'enverrer de multiples modalités, rencontres en personne, courriel, notes de service, médias sociaux. Il faut être transparent et ouvert dès le début dans tous les changements parce que parfois, le personnel ne comprenait pas si les règles étaient imposées par la province ou imposées par l'établissement. C'était important de le savoir. Le personnel bénéficierait également d'avoir obtenu une rétroaction des familles et des résidents grâce à des groupes de réflexion. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions de rétroaction et bien souvent c'était faute de personnel dans les établissements. Il s'agit également de solliciter directement les opinions du personnel pour améliorer la communication et la rétroaction. Les recommandations des familles portaient également sur la multiplication des modalités de communication. Dans certains cas, les proches aidants désignés ne disposaient pas de la procuration et c'était le fondé de pouvoir, avec le fondé de pouvoir que les établissements communiquaient. Donc cela est devenu un défi, surtout lorsqu'il y avait une dynamique familiale. Le proche aidant désigné se présentait à l'établissement et se rendrait compte qu'il y avait une éclosion et que c'était fermé. Autre chose, donc fournir des notes d'information lorsqu'il y a de grands changements et reconnaître que la technologie était utile pour beaucoup de gens, mais pas pour tous. Donc, il fallait de nouvelles façons d'envisager cela. Des masques transparents sont recommandés pour aider à la reconnaissance et à la communication, surtout pour les résidents qui devaient lire les lèvres. Donc, un sourire accueillant pour les personnes atteintes de démence qui ne reconnaissaient pas leurs proches. Le fait de ne pas pouvoir voir les interlocuteurs sourire, cela avait un impact négatif sur les visites. Des processus de rétroaction plus officiels ont également été proposés, ou dans certains cas des rencontres virtuelles, pendant lesquelles les familles peuvent poser des questions au sujet des programmes et
obtenir des réponses en temps réel. Je sais que certains établissements l'ont fait, mais cela également, ce qui est ressorti dans notre étude, communiquer non seulement avec le personnel administratif de l'établissement, mais encore établir le lien avec les proches qui étaient présents dans l'établissement parce que ceux-ci n'avaient plus la possibilité de s'entretenir avec eux. Donc, premier thème, la communication. Deuxième thème, une flexibilité accrue dans le programme. Recommandation du personnel, on estimait qu'on aurait pu accueillir un plus grand nombre de proches aidés désignés. Dans les deux provinces où cette étude a été menée, l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, le personnel reconnaissait qu'il était difficile de choisir 1 à 3 personnes, surtout lorsque certaines familles sont très, très nombreuses. Parmi les fils et filles du résident, qui sont les 3 choisis, moi qui ai 8 frères et sœurs, je suis d'accord que ce serait un défi. Donc comment peut-on choisir cela? Lorsque les restrictions ont été assouplies, pardon, avant que les restrictions ne soient assouplies et qu'il fallait établir un horaire, le personnel aurait préféré que des visites supplémentaires soient, et dans certains cas, qu'il s'agisse de visites plus longues, parce que parfois la période était insuffisante si le résident faisait preuve d'agitation et puis repartait et la visite devenait impossible. Lorsque les résidents étaient en soins palliatifs, on a estimé qu'il fallait assouplir les exigences de masque afin que les résidents et leurs familles puissent se retrouver face à face pendant cette époque. Les familles et le personnel ont tous deux revendiqué plus de normalité compte tenu de la rigidité des règles sur les visites pendant longtemps. Beaucoup de gens regrettaient de ne pas pouvoir partager un repas, de se toucher, ce qui a été très pénible pour les conjoints notamment, qui ne pouvaient plus toucher leurs proches. Recommandation des familles. On veut, au niveau du personnel, donc la prolongation des heures de visite, au niveau de la dotation en personnel, il aurait peut-être été plus facile de trouver des gens de 9 heures à 5 heures, 9 heures à 17 heures, mais pour beaucoup de familles, parvenir avant 19 heures, c'était vraiment difficile. Une flexibilité a été réclamée, la possibilité de changer de proche aidant désigné. Encore une fois, pour en revenir aux familles nombreuses, si un proche aidant désigné allait être absent pendant une période prolongée ou tombait malade, il y avait certains cas où l'on estimait qu'une autre personne aurait pu être intégrée dans cette visitation. Certains foyers l'ont fait, mais d'autres non. L'autre aspect, l'impact variable des politiques en matière de visite, le fait que des réponses uniformes ne sont pas les meilleures. Donc, les règles affectent les résidents atteints de démence différemment. Donc, si vous êtes tenu de rester dans votre propre chambre, eh bien, la circulation, les fugues peuvent être un problème. Donc, cette citation relève les défis qui découlent du fait que l'on ne reconnaît pas les conjoints en visite qui sont souvent considérés comme étant l'enfant adulte. Mais comme la personne qui a rédigé cette phrase déclare, ils ne peuvent pas s'allonger dans le lit et se blottir l'un contre l'autre, même s'ils aiment beaucoup être présents, ils ne profitent pas pleinement de leur vie et c'est injuste. Alors, la troisième constatation clé qui est reconnue dans les notes de pratique, c'est cette reconnaissance, le soutien pour le personnel. Donc, du point de vue du personnel, on estimait qu'il fallait davantage de formation dès le début, d'éducation initiale, surtout au niveau des règles qui devaient être suivies et aussi au niveau du soutien pour les familles, pour l'interaction avec les familles en ce qui concernait la médiation.
afin de pouvoir, disons, désamorcer certaines situations avec les proches. D'autres éléments, un programme de récompense, de ressources, euh, de remerciement, de récompense plutôt, du personnel de soins directs, personnel de soins de longue durée, les assistants de soins de longue durée dans la province de Nouvelle-Écosse, les gardiens, les diététiciens qui ne sont pas toujours considérés comme étant inclus dans les soins infirmiers dans les établissements de soins de longue durée. Donc, on a beaucoup d'accent sur euh, l'inclusion et la reconnaissance de la valeur de, par exemple, du personnel d'entretien pour assurer la propreté et le contrôle des infections. Également, partenariat avec des organisations pour soutenir les familles et le personnel en matière de santé mentale. Même si c'est simplement faire venir quelqu'un pour vérifier comment on se porte. Le personnel a beaucoup insisté là-dessus. De la même façon, les familles reconnaissent la nécessité d'une dotation personnelle plus importante et surtout pendant le variant Omicron, où bon nombre de personnel étaient absents à cause d'une exposition ou ayant contracté la COVID, les familles pouvaient difficilement trouver quelqu'un à qui s'adresser en cas de difficulté, par exemple pour programmer une visite. Mais les familles ont plusieurs fois exprimé leur reconnaissance et ont remercié le personnel de faire tout ce qu'il pouvait, pour avoir fait tout ce qu'il pouvait. Les familles ont suggéré d'utiliser davantage de ressources bénévoles avec un dépistage à l'entrée. Dans certains foyers, le personnel de loisirs et d'entretien ont été réaffectés au dépistage, ce qui a eu un impact sur les activités de loisirs des résidents. Enfin, pour résumer cette zone, alors donc on pourrait dire que toutes les constatations dont il est question ici mettent en jeu un contexte. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Certains des programmes, les directives en matière de politique auraient émané du responsable de la santé publique ou du médecin hygiéniste en chef et puis doivent être mises en œuvre soit au niveau des autorités de santé ou du ministère. Ensuite, ça a été envoyé aux établissements de soins de longue durée qui souvent le recevaient au moment même où il était publié. Donc, dans bien des cas, le personnel, les administrateurs nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas vraiment la flexibilité avec ce programme de visite familiale dont ils jouissaient avec d'autres programmes passés. C'était donc différent à cet égard. L'on a estimé qu'il y avait une justification pour cet état de choses, mais c'était également un défi en ce qui concerne la compréhension des différents contextes de ce que l'établissement pouvait faire, ainsi que des problèmes de conception physique que l'établissement aurait dû gérer. Donc toute la question des 6 pieds d'espacement dans certains établissements est très difficile à mettre en œuvre et à gérer lorsque les familles sont en visite. S'agissant de l'application de nos aperçus, Roberta va évoquer certaines de ces considérations pratiques. Merci, Janice. Certains éléments dont il faut tenir compte, c'est l'importance du rôle des proches. Et encore une fois, pour réitérer le fait que famille, c'est famille de naissance, famille choisie, les personnes reconnues comme aidants, quelle que soit leur définition. Il faut qu'on songe au fait que parfois, pour certaines familles, une approche ne convient pas nécessairement autant qu'une autre.
et que différentes familles ont des souhaits différents en matière de communication, différentes approches de la situation. Et la perception du personnel, ce qui peut convenir à certains membres du personnel, ne convient pas nécessairement à toutes les familles avec lesquelles ces membres du personnel ont des interactions. C'est important, c'est essentiel que les proches comprennent le rôle qu'ils jouent dans la prévention et la transmission au niveau du partage, de la propagation des infections et aussi du fait de la possibilité de contracter des infections eux-mêmes. L'importance dans ce secteur des recherches a contribué à diffuser les idées de questions qui ont été posées aux aidants, afin de trouver quelles sont certaines des meilleures approches, comment les choses fonctionnent. Il s'agit de donner aux personnes la possibilité d'être entendues, d'être écoutées, et non pas simplement de se faire poser une question sans attendre la réponse, que ce soit pour les aidants ou pour les familles. Lorsque l'on a examiné le fonctionnement du programme, la manière dont il sera appliqué, il s'agit d'expliquer pourquoi nous procédons, pourquoi les choses se font et quel est l'objectif global. Et dans l'avenir, lorsqu'il s'agit du programme de visite qui a été mis en œuvre, qui comportait différents éléments qui ont apporté un certain confort aux résidents et aux proches, la possibilité d'utiliser cela comme modèle pour l'avenir. C'est important de partager le savoir, partager l'information, de continuer à poser des questions. Il est tout à fait nécessaire, et je sais que nous n'avons pas eu beaucoup de possibilités de nouvelles réflexions. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les familles? Qu'est-ce que cela signifie pour les résidents, ce qui concerne leur qualité de vie, de fonctionner ainsi? Nous avons beaucoup entendu au niveau du personnel, au niveau des administrateurs, entendu dire que dans l'avenir, les programmes représentent un modèle qui nous permet d'être davantage ouverts avec différents protocoles quand l'épidémie arrive. Donc, je pense que cela résume bien notre propos en ce qui concerne l'application de notre étude. Nous voulons d'abord et avant tout mettre de l'avant le point de vue des familles, l'inclusion des familles. Je voudrais remercier mes co-auteurs, mes co-chercheurs principaux, Stephanie Chamberlain et Melissa Andrew. Nous avions également nos co-auteurs Mary-Jean Handy, Tamara Kautchenko, Grace Warner et Laurie Wick. Et il y a eu plusieurs étudiants en maîtrise qui ont travaillé sur le projet, qui ont réalisé les entrevues avec l'orientation des conseillers. On a réalisé des pré-entrevues avec les proches conseillers. Il y a eu un certain nombre d'administrateurs et de partenaires qui ont participé à la recherche. Et bien entendu, toutes les personnes formidables qui ont participé avec nous, avec les proches qui ont donné de leur temps, à 3 moments, pendant 3 périodes. Il y avait environ 24 proches avec qui nous avons été en contact à 3 moments, ainsi que le personnel qui a pris le temps de répondre aux questions et de fournir des aperçus. J'apprécie tous les membres de mon équipe, dont Roberta et moi sommes seulement le visage, qui représente de nombreuses universités, et nous avons obtenu l'approbation de déontologie de toutes les universités ainsi que du ministère de la Santé de l'île du Prince-Édouard.
Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, voici mon adresse électronique, ainsi que vous avez également reçu les liens avec les notes de pratique. Je vous en prie, vous pouvez leur donner une large diffusion. Nous voulons qu'ils se retrouvent sur notre site web du Centre de la Nouvelle-Écosse sur la bonne santé et le vieillissement. Alors donc, je vous remercie beaucoup au nom de Roberta et au mien. Merci beaucoup, Janice et Roberta, pour cet exemple frappant de la manière dont les recherches peuvent permettre à ceux qui sont le plus affectés par une situation de faire entendre leur voix et de développer des changements en pratique. Le fait que vous ayez rédigé ces notes de pratique afin de contribuer à diffuser vos constatations afin qu'elles puissent être prises en compte dans les politiques qui sont élaborées pour les visites et l'inclusion des partenaires de soins. C'est un excellent exemple du travail qui se fait. Il y a beaucoup de commentaires et de questions. Je suis très heureuse de pouvoir vous les signaler. J'inviterai les participants à continuer de poser leurs questions et de signaler leurs observations dans la boîte de dialogue. Et si vous avez une question ou un commentaire qui ne trouvera pas réponse pendant cette période, nous allons le transmettre à Janice et Roberta et je l'espère pouvoir vous donner une réponse après ce webinaire. Donc, ne soyez pas intimidés par le nombre de questions en vous disant si j'en ajoute une autre, elle ne trouvera pas réponse. Nous allons nous efforcer de répondre à toutes vos questions, que ce soit pendant ce webinaire ou peu de temps après. Dès le début, certains commentaires ont bien montré les éléments qui trouvent un écho, surtout en ce qui concerne l'utilisation de la terminologie partenaire de soins essentiels, proches aidants désignés. On remercie les auteurs du projet d'avoir choisi ces termes. Un commentaire également reconnaissant le programme de reconnaissance et de récompense pour le personnel des autres départements, les héros méconnus qui jouent un rôle vital dans la prestation de soins et le fonctionnement des organisations. L'une des premières questions, est-ce que vous avez pensé que les établissements pouvaient donner une rétroaction au service de santé publique quant à est-ce qu'il y a eu la communication au niveau de la mise en œuvre des restrictions? C'est une excellente question. Je crois comprendre qu'il y a eu des discussions entre les services de santé publique et certains ministères des soins de longue durée. Je n'y ai pas participé. Nous les avons invités au webinaire lorsque nous avons présenté nos conclusions. Donc nous pensons que c'est important. Il y avait beaucoup de choses c'était des gens qui étaient fort occupés, mais les soins de longue durée sont un élément critique. Comprendre la nature des soins de longue durée, le fait que ces établissements sont le domicile des résidents et pas au contraire du cas d'un hôpital, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte dans l'avenir. Je ne peux pas commenter directement la question de savoir s'il y a eu des consultations et si oui, dans quelle mesure, mais je pense bien, d'après mes interactions au niveau du secteur, qu'il y a eu davantage de reconnaissance de la valeur de ces interactions et de cette rétroaction. Merci. Question suivante porte sur l'importance du pourquoi. La nécessité de répondre pourquoi. C'est important lorsqu'on tâche d'expliquer une directive aux familles. La prise de décision basée sur les données probantes, quand est-ce que de telles décisions sont nécessaires? Les décisions basées sur les données probantes, sur la question de savoir quand un proche est autorisé. Je crois que le fait de disposer de données probantes quant à la valeur de ces proches aidants désignés au niveau de la qualité de vie, même voir la qualité des soins dispensés aux résidents,
Ça, c'est quelque chose que nos recherches signalent au niveau euh, qualitatif, mais nous l'avons également reconnu dans les données que nous étudions à l'heure actuelle au niveau de l'accès, la mortalité excédentaire. Il y a une chose qui nous a étonnés, je serai honnête, avec la troisième vague de la collecte de données auprès des proches au printemps et à l'été de 2021. Et puis, en mars 2022, et nous avons présenté nos conclusions, nous avons tâché donc de partager nos conclusions, de diffuser les notes de pratique. Et puis, quand nous sommes retournés auprès de ces 24 proches et que nous leur avons demandé s'ils avaient été consultés au sujet de l'inclusion dans la mise en œuvre des politiques, il y avait ça s'était très peu fait. On nous a dit, bon, j'ai donné mon avis, j'ai fait des suggestions, mais elles n'ont jamais été suivies. Donc je crois qu'il y a un déphasage. Nous avons d'excellentes intentions, mais celles-ci peuvent être rapidement oubliées en plein milieu d'une flambée, d'une éclosion. Je sais que le contexte, ça compte, mais songez à la manière d'être inclusif pour les familles et les proches pendant ce processus de mise en œuvre. Je ne sais pas, Roberta, si vous souhaitez commenter cela. Comment mieux informer les familles? Absolument, c'est important que les proches soient consultés. Et bon, ce sont ceux qui se plaignent qui sont écoutés, comme le dit le Maxime. Nous faisons partie du processus et nous avons le droit de poser des questions, le droit d'être tenus au courant. Bien sûr, même si les gens sont occupés, il n'y a pas vraiment toujours de clarté lorsqu'on donne lecture d'un édit. Ah non, voilà la politique du gouvernement. La politique pour le consommateur définitif. Bon, si nous pouvons comprendre, s'agit-il du directeur, donc d'une directive fédérale, provinciale d'établissement, si nous pouvions comprendre quel est le cadre de notre action, c'est beaucoup plus facile de faire de notre mieux. Et puis ensuite, formuler des suggestions et voir ces suggestions suivies d'effets, au moins dans notre environnement immédiat. Merci pour ces réponses si riches. Donc la prochaine étape, compte tenu du fait que les règles et politiques sont formulées par les services de santé publique et les ministères pendant les éclosions et les confinements, est-ce que vous prévoyez présenter vos recherches au ministère de la Santé afin qu'il puisse tenir compte de vos données, des mesures d'impact que vous avez recueillies, afin que vos recherches puissent alimenter des décisions futures? Absolument. En fait, c'est déjà fait. Nous l'avons fait à l'automne 2021. Nous avons invité les ministères des deux provinces. Un seul ministère dans chaque province. Nous devons présenter cela au groupe international sur la COVID dans les soins de longue durée qui est en cours à l'Association canadienne de gérontologie. Nous avons également un groupe qui est financé par Excellence en Santé Canada et qui œuvre dans le domaine des aidants familiaux, des proches aidants. Donc, nous avons mis nos résultats en commun. Nous sommes actuellement en train de rédiger une communication sur nos principales constatations du point de vue des familles. Donc, nous nous efforçons de faire passer notre message comme nous le pouvons sur la manière d'informer. J'ai remarqué, je crois qu'il y a eu un commentaire très pertinent. Parfois, les foyers
la clarté, la transparence de la prise de décision est difficile, même pour les chercheurs. Difficile à comprendre parce que les proches et le personnel nous donnent leur point de vue. Il s'agit de suivre la piste de la politique. On essaye de le faire pour déterminer qu'est-ce que le médecin hygiéniste en chef a déclaré et puis ensuite quand la mise en œuvre ou la note de service a-t-elle été envoyée au foyer? Et puis, est-ce que ce qui s'est passé au foyer a correspondu? Quelle marge avait-on? Il y a un commentaire. Vous n'aviez pas beaucoup de temps pour traiter tout cela. Et je crois que c'est pour ça que c'est très, très important d'avoir cette diapositive sur le fait que le contexte, ça compte. Tout le monde faisait de son mieux. C'était une situation inédite. C'est critique, mais également, il faut tirer les leçons des choses, des nouvelles méthodes qui ont été essayées, tandis que nous nous préparons à d'autres événements. Tout à fait, tout à fait. En rétrospective, bon, on a toujours raison. On peut voir les choses clairement, mais est-ce que c'était possible d'avoir une clarté? On apprécie l'effort que vous avez décrit afin de ne pas simplement nous confiner dans la rétrospective, mais comprendre comment prendre des décisions sur le moment face à ce niveau de complexité. L'une des questions est reliée au webinaire précédent qui portait sur les familles et les proches aidants désignés qui assument des responsabilités en matière de prestation de soins, compte tenu de la pénurie de personnel dans les établissements de soins de longue durée, lorsque vous avez réalisé vos entrevues. Est-ce que cela se produisait dans les établissements dans lesquels vous travaillez et comment ça a été-il accueilli par les proches et les résidents? Nous n'avons pas posé de questions sur la proportion de soins qu'ils dispensaient physiquement. Notre objectif principal dans notre projet, les questions de recherche, si vous voulez, c'était de déterminer quels sont les facteurs qui ont contribué à la mise en œuvre positive des visites familiales et quels étaient certains des obstacles qui ont affecté la bonne mise en œuvre des visites familiales et aussi quel était le résultat ou l'impact des programmes sur les familles et les proches. Donc, je sais que depuis d'autres travaux que nous avons eus, il y a eu des exposants qui ont pu... bon, il y a toutes sortes d'innovations qui ont été examinées. Nous n'avions pas posé cette question spécifiquement. Donc, ce que je vous dis, c'est uniquement ce qui a pu ressortir. Nous savons qu'il y a eu une certaine possibilité bon, d'aider au niveau de l'alimentation, par exemple, mais nous n'avons pas mesuré les soins, la proportion de soins qui ont été fournis pendant l'étude. Donc, je voulais prendre garde à cela. Tout à fait. Il s'agit plus d'un commentaire, mais je pense qu'il invite une certaine réflexion, une certaine rétroaction. Le personnel, et la formation et l'éducation du personnel sont essentielles. La reconnaissance, ça aide en tant qu'encouragement. Il y a un autre facteur, c'est peut-être les compétences formelles et des leaders dans l'intelligence émotionnelle. C'est peut-être ça qui compte le plus pour avoir un impact positif sur l'équipe et l'organisation, la culture organisationnelle. Alors, est-ce que vous avez des réflexions au sujet du type de compétences en leadership qui favorisent certains de ces efforts? Je crois que c'est d'une importance critique. Ces compétences commencent au sommet. Cette porte ouverte
cette prévoyance. Certains des administrateurs dans notre étude avaient songé à ce qui pourrait se produire. Et bon, en Nouvelle-Écosse, nous avons une importante éclosion à Northwood. Au début, vous en avez peut-être entendu parler même. Et beaucoup d'attention a été portée à cela. Les gens qui se demandaient bah, qu'est-ce que nous on va faire? Comment allons-nous gérer cela? Parlons-en. Donc, qui ont pris des initiatives par rapport à d'autres qui étaient plus passifs dans cette approche. Je crois que c'est très important. Et toute cette question interpersonnelle, de communication interpersonnelle, l'ouverture, la mobilisation du personnel, pour que celui-ci se sente soutenu, je crois que c'est également critique. Autre chose que je dirais, d'après un projet qu'on réalise en ce moment sur la santé mentale, c'est le rôle le fardeau que les administrateurs devaient supporter, tandis qu'ils s'efforçaient de gérer ce qui était fourni, mais aussi de soutenir leur personnel qui devait subir d'autres défis dans la communauté, scolarisation des enfants à domicile, perte d'un poste. Alors il y avait tous ces éléments et comme vous l'avez dit, ça ajoute beaucoup de complexité. Je crois qu'il y a donc effectivement beaucoup de complexité et puis aussi, n'oubliez pas, et je voudrais que Roberta puisse commenter à un moment donné, à quel point cela a pu affecter différents groupes différemment. Surtout, certaines des activités que Roberta a évoquées, auxquelles elle a participé, planification avec fierté, les expériences de différentes communautés, je pense, sont très, très précieuses parce que nous sommes une population très diverse au sein des soins de longue durée. Merci, Janus. Oui, tout à fait. Il y a énormément de diversité dans la communauté, dans notre population en général. Et pour en revenir à la question d'Andrea, l'une des questions relatives au leadership, le rôle, sa difficulté, sa complexité, c'est tout à fait ça. Il faut qu'il y ait un certain degré d'acceptation, même sans compréhension de la nature de la relation. Tout particulièrement, l'un des aspects qui me préoccupe le plus en tant qu'adulte plus âgé atteint de démence dans la communauté, euh, qui reviennent à leur existence d'il y a 60 ans, où il était illégal d'être gay, mais une personne décrite cette lettre de l'alphabet, quel que soit l'acronyme que l'on utilise, ça a vraiment un impact sur la sécurité d'une dans la ressource, il y a également il y a également d'excellents liens, un grand nombre de liens et d'informations pour considération, pas seulement pour les soins palliatifs, mais le fait de devoir nous poser des questions aux personnes avec lesquelles nous travaillons. Et Janice et moi avons une discussion, on parle des SLD en majuscule, mais rappelez-vous que nous fournissons des soins à long terme dans toutes sortes de situations. Et c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Merci, Roberta. Avant de quitter le thème de l'inclusivité, il y a une question spécifique au sujet de l'inclusion des participants autochtones dans la recherche. Est-ce que vous avez été en mesure d'intégrer cette voie? C'est une excellente question. Il s'agissait
plutôt d'une étude de cas. Nous avons étudié des établissements qui ont participé. Nous n'avons pas cherché à inclure des groupes spécifiques. Quiconque avait un résident dans l'un des 6 foyers de soins de longue durée a été invité à déclarer s'il serait disposé à recevoir un appel téléphonique. Je ne crois pas. Les établissements, en fait, en Nouvelle-Écosse et dans l'île du Prince-Édouard, nous n'avons pas, sauf pour des établissements de soins, pour les populations autochtones. Ça ne veut pas dire que certains des aidants n'étaient pas autochtones, mais nous n'avons pas recueilli cette information. Si nous l'avions fait, ça aurait été mineur. Nous ne nous sommes pas rendus dans les régions où il y a davantage de populations autochtones, comme par exemple au Cap-Breton, à l'Escassonie ou près de Lennox Island et l'île du Prince-Édouard. Donc, je ne crois pas. Nous ne pouvons pas faire de commentaires à cet égard, malheureusement. Mais c'est une excellente question. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons commenter. Merci pour votre réponse. Une question vient d'arriver portant sur l'égalité des chances. Nous savons que chaque province, chaque ministère de la Santé a élaboré sa propre politique en ce qui concerne les visites, les vaccins. Est-ce que vous pensez que vos recherches pourraient éclairer de meilleures lignes directrices et politiques pan-canadiennes spécifiques au secteur du SLD afin que nous puissions avoir une réaction plus coordonnée qui s'appuierait sur votre recherche? Je dirais oui. Je suis membre du comité technique pour les normes pan-canadiennes des soins de longue durée. Certaines des expériences que les familles et le personnel ont vécues et exprimées dans le cadre de ce projet m'amène donc à influencer, à insister sur cette approche des soins, la nécessité que le résident désigne qui ils veulent que le proche incarne. C'est vraiment le résident qui, si possible, a d'abord et avant tout voix au chapitre dans cette prise de décision. Ces recherches ont été partagées avec les comités et j'ai activement participé à la rédaction des normes. Donc j'espère qu'il n'y a pas que ces règles ne seront pas édulcorées lorsqu'elles seront publiées à l'automne. Je pense que non. Les membres du comité ne se laissent pas faire et le comité est dirigé avec énergie par le Dr Silla. C'est très prometteur. Pourrions-nous parler un petit peu de vos notes de pratique, les outils? Parce que je crois que notre auditoire représente un groupe qui pourrait éventuellement les appliquer. Avez-vous des recommandations sur la manière de mettre en œuvre le contenu des notes de service? Comment les transforme-t-on de papier en documents vivants? Avez-vous travaillé avec des établissements qui auraient appris des leçons que vous pourriez partager? Bonne question. J'encouragerais les participants à prendre connaissance des fiches. Je pense qu'ils peuvent servir de catalyseur pour la communication. Si vous êtes un proche ou que vous vous trouvez au sein d'une organisation qui cherche à améliorer la qualité de vie pour les résidents des SLD, je pense que c'est très utile de pencher sur les perspectives du personnel ainsi que de la famille. Toute la question est de savoir, bon, communiquer en tout temps, mais c'est l'une des choses qui présente une importance critique. Et puis aussi, je voudrais reconnaître que différents établissements ont des dispositions différentes physiques, des cultures différentes y existent. Alors, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces cultures d'un point vers un autre point? C'est très important. L'un des commentaires
que j'ai remarqué tout à l'heure précisaient que ce n'était pas leur expérience parce que les proches avaient peur d'aller dans l'établissement, peur d'attraper la COVID. Je crois que le contexte est tellement important. Il s'agit de l'île du Prince-Édouard où il n'y a pas eu d'éclosion jusqu'à l'automne 2021 dans les établissements de soins de longue durée. Donc rappelez-vous cela. Puis ensuite, il y a 4 établissements en Nouvelle-Écosse où il y a eu très très peu d'éclosions jusqu'à la vague Omicron. Alors, c'est vraiment critique. Ce sont des éléments critiques de contexte. Dans la troisième vague, on a parlé de la crainte de l'attraper, mais aussi la crainte de le propager, parce que le virus circulait. Par exemple, quelqu'un dans l'île du Prince-Édouard a répandu dans les écoles, les enfants le rapportaient à la maison, les grands-parents avaient peur de venir visiter leur mère parce qu'ils pourraient apporter le virus. Tout le monde avait peur. Je comprends ce que vous dites. Je crois que il y a quelque chose dans les programmes de- le programme de visite familiale. La plupart des familles ne veulent pas apporter, on va porter un masque, on va faire tout ce que vous voulez, mais en tout cas. Alors, je pense qu'il y a des possibilités de dialogue, je l'espère, avec les établissements et la culture des établissements, ainsi qu'avec, bon, réclamer des normes qui ne s'appliquent pas uniquement à certains foyers accrédités, mais qui deviennent vraiment la norme pour notre système de soins de longue durée au Canada, quelle que soit la province où vous vous trouvez. C'est là où nous voulons aller. Je crois que nous devrions aller dans cette direction. Voilà, je ne vais pas trop m'allonger. Je vais laisser Roberta répondre aussi. Et oui, cela montre à quel point l'on se passionne. Qu'est-ce qu'on peut faire des notes de pratique? Pas simplement les faire remonter dans la hiérarchie, mais aussi les diffuser parmi nos collègues. Est-ce que vous êtes au courant de ce projet de recherche? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et qu'est-ce qu'on fait dans nos propres foyers, dans nos propres établissements de soins de longue durée, qui pourraient contribuer à... Bon, je suis d'accord également que les familles qui ont des familles ainsi que les visiteurs ne voulaient pas diffuser quoi que ce soit. Et comme Andy l'a écrit dans son commentaire, l'isolement était là pour protéger les personnes chères et le stress que nous avons subi afin de pouvoir bénéficier de ces moments et nous sentir libres d'entrer avec la conscience tranquille. C'était très, très, très important. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux ajouter davantage. Non, non, c'est formidable, Roberta. Et cette passion que vous partagez trouve un écho dans les commentaires. Je sens vraiment la passion et l'expérience vécue de ceux qui interviennent. Alors, qui est tout à fait justifiée. Bon, il ne nous reste que 2 minutes. Alors, il y a une question que je vais soulever, parce que je pense que vous pourrez y répondre très rapidement. Encore une fois, elle fait suite à la question des notes de pratique. Comment avez-vous décidé que ce serait la meilleure méthode pour concrétiser ce que vous aviez appris? C'est une excellente question. Nous n'avons pas vraiment décidé que c'était la meilleure méthode, c'est une des méthodes. Nous utilisons beaucoup de méthodes webinaires, c'est très discussion face à face avec des responsables de ministères, présentation dans différentes conférences. À Northwood, nous avons une grande conférence provinciale parrainée par un foyer local où nous allons présenter les résultats. C'est une méthode tangible, pratique, et nous tâchons justement de faire en sorte qu'elle soit pratique. Nous envoyons par courriel à tous les participants. Nous envoyons des avis par courriel. Dans le cas des familles, c'était la plupart qui avaient une adresse courriel. Nous espérons aller plus loin. Dans le passé,
Nous avons organisé dans ces documents très simples de 2 pages et ils ont été largement cités. Voilà. Ça a été très utile dans le passé. Bon, la mesure, c'est toujours ce qui est au niveau de concrétiser les connaissances. Est-ce qu'il vaut mieux procéder ainsi plutôt que par webinaire? Je crois qu'il faut tout faire et il faut entendre ces messages encore une fois afin qu'ils deviennent plus innés. Merci. Et j'espère que nos auditeurs aujourd'hui contribueront à la diffusion des outils que vous avez mis au point. Merci à nos 2 intervenantes et merci à vous tous, notre public. À noter dans votre agenda le prochain webinaire le 18 juillet. Il s'agira des environnements qui sont propices à l'engagement. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour répondre au questionnaire qui est déjà à l'écran. Quelques questions. Est-ce que le webinaire vous a fourni des informations utiles? Est-ce que vous comptez transmettre aux autres les choses que vous avez apprises? Est-ce que quel sujet aimeriez-vous voir abordé? Quelques réponses nous arrivent déjà. Donc, encore une fois, je vous remercie, Janice et Roberta, pour votre excellente présentation aujourd'hui. Et je vous remercie, vous, notre public, d'avoir été de nous. Voici qui conclut l'événement d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Merci, Andrea, et merci pour votre excellente participation.